Je salue bien sûr ceux qui sont autour de moi, à commencer par ceux qui nous aident au quotidien, bien sûr Patricia, merci beaucoup, Sodebo est notre fidèle partenaire depuis très longtemps. Mon ami Yannick, vous le savez, avec les Sables d'Olonne, le type de relation que nous entretenons, et nous travaillons ardemment ensemble pour cette préparation de la 10e édition du Vendée Globe. Et puis bien sûr la région, représentée par François. Merci François d'être à nos côtés pour parler de cette 10e édition. Bien sûr, il faut que je salue aussi Antoine. Antoine qui nous suit et que je veux vraiment remercier très chaleureusement de son soutien permanent. Alors, aujourd'hui, c'est un grand moment, j'ai envie de dire. Le moment de vous annoncer cette 10e édition qui est en pleine préparation, où je vais avoir l'immense plaisir de vous dire que pour cette préparation et pour la réalisation de ce Vendée Globe, il va nous falloir un directeur de course, mais j'y arriverai tout de suite après. Dans un premier temps, redire que cette 10e édition est en train de se préparer avec ce que l'on avait imaginé à la fin de la 9e, c'est-à-dire un engouement sans pareil. Avec une course, vous le savez, qui est pourtant d'une exigence sans pareil, j'ai envie de dire. Ce qu'on appelle l'Everest des mers. Aussi, on voit ici ou là qu'il y en a qui sont en train de préparer l'Everest des terres. On parlait tout à l'heure avec Hubert. L'Everest des mers, on a vu lors de la dernière édition combien ça faisait trembler, j'allais dire, non seulement notre pays, non seulement la France, mais tous ces observateurs d'un petit peu partout sur la planète. Alors, quand je vous dis formidable engouement, que nous pressentions à l'arrivée du dernier Vendée Globe, même si on a été frustrés, je vous rappelle, par cette fameuse maladie qui nous a empêché, Yannick, de faire en fait autant qu'on l'aurait voulu sur le chenal des Sables d'Olonne, eh bien, nous pouvons constater actuellement que les inscrits sont en train de se précipiter, puisque à l'heure où je vous parle, alors que les inscriptions ne seront closes que le 2 octobre prochain. Mais d'ores et déjà, les uns et les autres se précipitent pour nous rendre des dossiers, et je vous annonce qu'à l'heure où je vous parle, nous avions souhaité arrêter cette première liste, encore une fois, qui est vraiment très provisoire, à vendredi soir. Vendredi soir, il y avait déjà 28 skippers qui se sont présentés, qui ont annoncé et qui ont déposé leur dossier, j'allais dire, de candidature. Je propose de vous les citer, comme ça nous fait une petite entrée en matière. Citer donc ces 28 skippers, Maxime. Donc on a Romain Athanasio, qui est déjà avec le premier inscrit, j'ai envie de dire, Eric, en ordre alphabétique, Éric Bellion, Yannick Bestaven, Jérémy Bayou, Arnaud Boissière, Louis Burton, Manuel Cousin, vous savez, évidemment, Charlie Dalin, Louis Duc, Benjamin Dutreux, Kevin Escoffier, Benjamin Ferré, nous avons Pipe Hart également, Boris Herman, Isabelle Josque, Jean Lecam, bien évidemment qu'on attendait tous, Sébastien Marseille, Justine Métro, Giancarlo Pedote, nous avons aussi Johan Richaud, Alan Roura, Damien Seguin, Phil Sharp, Maxime Sorel, Guirec Soudé, Nicolas Troussel, Denis Van Venberg et Chabolch Verès, alias Zabi, on va dire. Voilà ce que nous avons d'ores et déjà comme inscrits, candidats, j'ai envie de dire.
mais vous devinez que d'ici le mois d'octobre, eh bien, nous allons avoir bien évidemment d'autres inscrits. Je vous l'avais dit, mais je le redirai un petit peu plus tard dans la conférence, que nous avons souhaité, pour cette fois-ci, limiter le nombre d'inscrits. Donc 28 candidats officiels. On a souhaité faire ce point presse aujourd'hui même, après un appel d'offres que nous avons lancé pour cette direction de course. Eh bien, je peux vous dire que nous avons, j'ai envie de dire, l'immense plaisir, vraiment, l'immense plaisir de vous dire que nous avons trouvé un bon directeur de course. Sachant que, on le sait les uns les autres, c'est un acteur important dans une course, surtout une course longue de 3 mois autour du monde. C'est un acteur important de notre organisation. Il sera, j'ose le redire en introduction, le garant, on le sait tous, de la sécurité des marins. Et pour nous, il est important que cette sécurité soit maximale. Il assurera donc cette sécurité donc en relation bien sûr directe avec la Fédération française de voile, et j'excuse son président qui n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi. Il aurait souhaité, mais il a voulu être prudent, notamment par rapport à la problématique des transports. Il l'assurera aussi en fonction du comité de course, avec aussi le comité technique, avec le jury international et avec la commission médicale. Et donc, tout ceci va reposer sur les épaules d'un jeune directeur de course qui va bien sûr s'appuyer aussi sur une équipe. Je vais le laisser présenter justement son équipe. Je veux parler de celui qui est à côté de moi, et c'est le seul pour l'instant que je n'ai pas cité, donc vous devinez qui il est. Hubert. Hubert a été adjoint à 3 reprises du Vendée Globe. Il connaît notre course autour du monde sur le bout des doigts, j'ai envie de dire. Il a été merveilleusement bien préparé par celui que vous connaissez, Jacques. C'est là où je voudrais, à cet instant même de mon intervention, remercier particulièrement Jacques d'avoir préparé dès le Vendée Globe précédent sa succession et d'avoir préparé celui qui va désormais exercer, mais non seulement il l'a préparé, mais Hubert va vous le dire, il va en plus l'accompagner. Et donc pour nous, c'est plus que rassurant d'avoir un directeur de course déjà jeune et déjà expérimenté et particulièrement bien suivi par celui qui nous a fait rêver les 2 dernières courses. Hubert, voilà, j'en ai fini. Hubert Lemonnier, c'est vous qui représentez une équipe aujourd'hui, qui représentez la direction de course, et s'il y a un maître mot, ça pourrait être le mot transmission, c'est bien ça, c'est ce qu'on comprend? Oui, je l'ai dit. Mais bonjour à tous, effectivement, comme l'a dit Monsieur le Président, c'est une équipe de direction de course qui est placée sous la transmission, la passation, puisque Jacques Carès, donc, après 2 éditions, se retire du poste de direction de course, et je viens donc représenter la direction de course avec une équipe extrêmement complémentaire, une équipe très expérimentée, de 5 personnes. Donc Jacques Carès restera à mes côtés pour m'assister. Dans ce collectif, il y aura Pierre S. et Claire Renou, qui étaient déjà là en 2020, qui sont également très expérimentés dans les courses au large. Et il y aura aussi Yann Eliès, donc quelqu'un qu'on connaît bien dans le Vendée Globe, puisqu'il a participé 2 fois au Vendée Globe, donc un marin émérite. Et donc cette équipe, tout d'abord, elle tient à remercier le président Monsieur Leboeuf et toutes ses équipes pour l'avoir choisi. Également très honoré et très enthousiaste à l'idée de participer au 10e Vendée Globe qui va avoir lieu, qui s'annonce une édition certainement géniale. Et puis à titre personnel, moi je suis aussi également content parce que c'est la concrétisation de 11 ans de direction de course
Merci. Merci à Monsieur le Président. Merci Hubert, hein, les voix, vos visages et vos sourires s'affichaient juste derrière. Claire Renou, Jacques Caraès, Hubert Lemonnier, Pierre S et Yann Eliès. Voilà pour les 5 membres de la direction de course du Vendée Globe 2024. Il était question de candidature d'IMOCA il y a un instant. Ça tombe bien, Antoine Mermot. Vous êtes le... Non, mais on est extrêmement content hein, de cette équipe hein, parce que bah, déjà elle est assez proche finalement de l'équipe qu'il y avait eu donc, au dernier Vendée Globe hein, en 2020 et qui nous avait offert une course exceptionnelle et surtout qui avait été à la hauteur à chaque fois que les marins ont eu besoin de cette direction de course, d'un coup de main, besoin d'une présence à terre. Ils ont été là, ils ont été à la hauteur et tout le monde se souvient des différents épisodes qui se sont passés. Donc c'est vrai qu'une direction de course, c'est quelque chose de très particulier parce que d'un côté on a des marins qui vont se retrouver au bout de la planète, au bout de leur histoire, au bout de leurs difficultés et dans des situations donc seuls, qu'ils n'ont pas forcément, dans lesquelles ils peuvent arriver à certaines limites et à terre il y a une équipe de gens qui doit être d'une part là pour faire fonctionner une course mais d'autre part qui doit être aussi à la hauteur de comprendre, d'écouter, de supporter, puisqu'ils n'ont pas le droit de les aider, mais en tout cas, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très important pour les marins du Vendée Globe, d'avoir une équipe qui soit compétente, complémentaire, expérimentée, mais surtout qui a un niveau fort de confiance. Et ce qui est donc intéressant dans cette équipe, c'est que c'est quand même le noyau de celle qui organise les derniers Vendée Globe. Mais il y a aussi une vraie évolution dans cette équipe, c'est donc que Hubert va devenir le directeur de course alors qu'il était adjoint dans les éditions précédentes. Mais c'est aussi parce que les coureurs aussi changent, il y a aussi des coureurs qui rajeunissent, des générations qui passent. Et du coup, c'est aussi un peu la force de ce qu'a proposé Jacques Caraès, ça a été de dire que si maintenant les coureurs sont un petit peu différents de ceux qui étaient là en 2016, il faut aussi que la direction de course elle se rajeunisse. Donc ça n'empêche pas qu'il y en a toujours des références comme Jean-Luc Alme dans la flotte et Jacques Caraès dans la direction de course, mais c'est aussi de faire la passation, d'aider les jeunes à progresser. Et c'est ça aussi l'esprit du Vendée Globe, de la mer et de tout ce qu'on veut faire. Donc je crois qu'on est vraiment très content. Et puis en plus, donc, Hubert, après le dernier Vendée Globe, il a travaillé beaucoup avec les skippers, la classe IMOCA, avec les différents arbitres, avec les jaugeurs, pour toutes les questions de sécurité. Donc en réalité, pour en arriver là, il y a aussi un énorme travail de fond qui a été fait dans les 2 dernières années pour que justement le niveau technique, sportif et le niveau de confiance avec les skippers soit vraiment à la hauteur. Donc je pense qu'on peut être très enthousiaste de cette nouvelle aujourd'hui. Bravo, merci. Et c'est pour ça que confiance, raison en fait qu'on a continué à faire évoluer ce règlement. En fait, notre obsession, c'est effectivement la sécurité des marins. On l'a vu encore dans cette dernière édition, la mer peut être surprenante. Le défi est toujours au quotidien et minute par minute. Et donc, il nous faut des skippers et des skippeuses qui soient suffisamment entraînés, en quelque sorte. Donc, c'est pour cette raison qu'on a continué à faire évoluer le règlement. Et dans ce règlement, je vous rappelle que nous imposons qu'il y ait que chaque concurrent, chaque skipper ou skippeuse puisse faire 2 courses qualificatives avant de pouvoir prendre le départ. Ce sont des courses que l'on impose sur le bateau du skipper ou de la skippeuse, de telle manière que chacun puisse démontrer ses compétences, j'allais dire, sur le bateau. Cette qualification, je le répète, est obligatoire pour tous, y compris pour les bateaux neufs. Et donc, ces 2 courses qualificatives, je vous rappelle, il faut qu'il y en ait une avant la fin de l'année 2023. Donc, ceux qui n'ont pas commencé peuvent encore le faire. Donc, le repréciser d'ailleurs. Et puis, une en 2024. Je rappelle d'autre part qu'il faut terminer au moins une de ces 2 courses
et terminer une de ces deux courses avec un temps qui doit être au moins inférieur ou égal au temps du meilleur, augmenté de 50%. Voilà un petit peu ce que nous avons pu prévoir et travailler. À l'heure où on se parle, il y a, tout à l'heure j'ai parlé des 28 qui sont déjà inscrits, je peux parler maintenant de ceux qui ont déjà en fait engrangé cette première course qualificative. Et il y a donc, à l'heure où on se parle, 31 projets qui ont déjà validé, j'allais dire, la première course, celle qui doit avoir lieu avant la fin d'année 2023. Donc ils ont pu la qualifier soit pendant la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, ou soit pendant la Route du Rhum. Et donc les 31 projets, bon, je ne sais pas s'ils sont affichés, je vais juste résumer, je ne vais pas les reciter à chaque fois, mais parmi ces 31 projets, il y en a 20 qui ont déjà pris un départ du Vendée Globe, et puis il y en a 11 nouveaux, 11 visus, j'ai envie de dire, qu'on pourra vous donner bien évidemment. Et voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. Donc tout le monde n'a pas encore fait ses qualifications, et il y a encore tout le loisir à le faire. Parmi ces projets, il y a 12 skippers internationaux qui représentent 10 nationalités différentes. Le Vendée Globe est vraiment une course internationale. Je précise d'autre part que pour l'instant, nous avons 4 femmes. Sur ces 31 projets, oui, pardon, il y en a qui ont... Combien de skippers internationaux également? Donc 12 skippers, enfin, 12 internationaux qui représentent 10 nationalités. En fait, ce que ça représente aujourd'hui, sur ces 31 projets, donc ceux-là n'ont plus qu'à prendre le départ d'une course en 2024, et dans ces cas-là, ils auront automatiquement fait leur 21e course qualificative. Dans les départs 2024, il y aura la Transat CIC, et puis bien évidemment, je reparlerai à 30 secondes juste après, la New York Vendée Les Sables d'Olonne, qui s'élancera au printemps prochain. Et on peut donc dire que pour ces 31 projets, ils sont déjà très avancés dans le processus de qualification. Dernier point, si toutefois nous avions plus de 40 skippers, puisque je vous rappelle que nous avons fixé maintenant la jauge à 40, eh bien il serait départagé à travers donc le nombre de milles parcourus depuis la première course, c'est-à-dire la Transat Jacques Vabre qui avait commencé en 2021. Voilà un petit peu où nous en sommes. Parliez du règlement. Et là je remercie Antoine en particulier, et l'ensemble de la classe. Il est important pour nous que chacune des éditions fasse école en quelque sorte, et que nous en tirions tous les renseignements nécessaires pour voir comment on continue à faire évoluer notre course et qu'on ait une course qui s'adapte. Et c'est pour cette raison effectivement que entre chaque édition, nous publions justement le nouveau règlement pour que chacun sache exactement. C'est ce que nous avons fait pour la dernière course, et nous avions, pour une visibilité optimale des prétendants, nous avions présenté ce cadre sportif dès le mois d'octobre 2021 pour le départ de la course de novembre 2024, c'est-à-dire 3 ans avant. Ces grandes orientations, donc, j'ai envie de dire, de règlement, sont prises en étroite concertation avec les skippers et avec les sponsors, c'est-à-dire donc avec l'IMOCA. Lors de l'Assemblée générale, je vous rappelle que c'est lors de l'Assemblée générale d'août 2020 que le choix avait été fait de ne plus sélectionner automatiquement ceux qui avaient déjà fait le Vendée Globe, c'est-à-dire la sélection des finishers, j'ai envie de dire, avec l'intention, c'était de permettre de renouveler en fait les départs, que ce ne soit pas toujours obligatoirement automatiquement les mêmes, j'ai envie de dire. Donc favoriser par exemple le nombre de femmes, favoriser les jeunes aussi, qui puissent avoir toutes leurs chances,
de telle manière qu'on puisse avoir une course qui continue à s'adresser au plus grand nombre. L'idée de toute manière est toujours, je vais dire, de s'adapter pour favoriser la sécurité, je l'ai dit tout à l'heure. Nous interdisons pas, bien évidemment, de continuer à faire évoluer ce règlement. Et puis par rapport au sujet qui a intéressé ces dernières semaines, j'ai envie de dire, eh bien, nous continuerons à y réfléchir. Et c'est pour cette raison que je vous annonce que j'ai demandé à Patricia, ici présente, Patricia Brochard, eh bien, de présider un nouveau comité, j'allais dire, pour voir comment continuer à faire évoluer ce règlement à l'image de ce que nous avons vécu ces derniers mois, j'ai envie de dire, et favoriser, permettre, encourager même, j'ai envie de dire, eh bien, une intégration toujours optimale, j'ai envie de dire. Une part de la maternité, on a entendu Clarisse ces derniers mois, mais j'ai envie de dire d'une manière générale, la parentalité, en fait. Sans doute aussi cette notion-là. Et je veux vraiment remercier Patricia d'avoir accepté de présider, j'ai envie de dire, ce groupe de réflexion qui nous permettra de continuer à faire évoluer notre règlement. Et on est bien d'accord, un règlement qui ne peut évoluer que d'une course à l'autre et pas pendant une course. Bonjour à tous. Alors, juste... Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et puis pour plein de raisons. Un préambule d'ailleurs, la raison qui nous amène là, c'est notre partenariat avec le Vendée Globe depuis un certain nombre d'éditions. Vous avez parlé de 10 éditions. Et en fait, notre attachement au Vendée Globe dure depuis 7 éditions puisque Thomas Coville avait fait le Vendée Globe en 2000. Et à partir de l'édition suivante, nous sommes devenus partenaires du Vendée Globe, donc ce sera notre 6e édition. Et cette année est aussi particulière pour nous, puisque Sodebo a fêté ses 50 ans et ses 25 ans dans la voile. Donc c'est quand même certain, commence à devenir vieux. Là j'ai la raison, je ne sais pas. Mais donc c'est quand même assez particulier. Mais cette fidélité à la voile, elle n'est pas le fruit du hasard. Cette fidélité à la voile, c'est parce que la voile permet de s'exprimer sur les entreprises en les révélant, et en révélant l'entreprise, particulièrement Sodebo, on se sent très en cohésion avec toutes les valeurs qui sont développées dans ce sport, ce qui explique un peu cette longévité, on va dire, autour des sujets d'innovation, d'engagement, de remise en cause, d'authenticité. L'authenticité est un point important. Le lien avec les participants, avec les hommes, dans toute simplicité, je pense que c'est ce qui nous parle aussi beaucoup. Et puis on a la chance d'être à quelques encablures, on va dire, des Sables d'Olonne, puisque l'entreprise est basée à Saint-Georges-de-Montaigu, c'est-à-dire à peu près à 50 km d'ici. Donc c'est une grande fierté pour l'ensemble des salariés de l'entreprise de pouvoir accompagner un événement aussi important que celui qu'on présente aujourd'hui, qui est ce Vendée Globe. C'est un des événements phares en France, voire plus. Ça fait partie de toutes les grandes épreuves qui sont faites, qui sont réalisées en France. La voile, comme on a pu le dire, c'est aussi un formidable levier de transmission. Donc au-delà de simplement une épreuve, c'est aussi, ça va plus loin. Et le Vendée Globe en particulier, je pense notamment tout ce qui est fait auprès des jeunes, sur toute l'éducation, et ça les aide à s'intéresser à toutes ces disciplines académiques, donc pas simplement les jeunes, hein, mais d'autres également. Et j'aime cette idée que le Vendée Globe participe à tout ça. L'éducation, l'information, et inspire de nombreux Français, voire au-delà, voire des millions. Et je trouve que c'est une belle transition sur le sujet de la création de ce comité qu'on a appelé le comité sport et femmes, que je vais présider d'ailleurs avec grand plaisir avec Laura, sous le mandat de monsieur le président Alain Leboeuf. Donc c'est une responsabilité, et en même temps je pense que c'est un projet assez enthousiasmant, parce que ça parle au-delà de la paternité, de la maternité, enfin, de la parentalité, ça parle de la diversité. Et la diversité, c'est une richesse, c'est créateur de valeurs absolues. Donc je pense que c'était un sujet intéressant à ouvrir. Il faut quand même rappeler que la course au large, c'est quand même un des sports les plus inclusifs.
pour autant, puisque le Vendée Globe en est la parfaite illustration. On a sur la même ligne de départ des jeunes, des moins jeunes, on a des hommes, on a heureusement quelques femmes, on a des Français, on a des étrangers, vous l'avez rappelé, on a des petits budgets, on a des plus gros budgets avec des plus gros sponsors, on a des personnes en situation de handicap, et tout le monde part sur la même course, avec le même classement, et chacun existe au travers de son histoire singulière, et est représenté par son histoire singulière. Donc ça, c'est déjà un point de départ qui est quand même extrêmement positif. Alors pourquoi c'est possible? C'est possible parce que c'est vrai que la partie, le physique est important, mais c'est qu'un élément et qu'un facteur clé de succès. Les autres sont aussi importants, voire plus, et tout ce qui concerne la stratégie météo, tout ce qui concerne la capacité à réparer son bateau, t'en parlais, c'est jamais simple pour autant. C'est tout ce qui concerne aussi la façon de gérer son physique, son mental. Et sur le sujet du mental, je pense que là, on est vraiment à égalité, voire peut-être avantagé. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Merci. Donc en fait, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, effectivement, ces courses larges sont assez inclusives. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il reste malgré tout des sujets à faire évoluer. On l'a vu au travers de ce qui s'est passé cette année. Mais là, ce qui est important, je pense que c'est qu'il faut permettre à chacun de pouvoir participer à cette course et de leur donner le plus de moyens possible pour leur permettre de participer à la course. Il y a le sujet de la parentalité, on l'a dit, c'est celui qu'on va traiter en priorité. Et au-delà de ça, il faudra qu'on intègre cette question-là sans oublier tous les sujets de sécurité et d'équité. Et la sécurité va être extrêmement importante également, puisque, tu l'as rappelé aussi Antoine, le Vendée Globe était, Monsieur Leboeuf également, le Vendée Globe est une course extrêmement exigeante, périlleuse. C'est, je pense, la plus exigeante et la plus périlleuse pour ces bateaux, pour les IMOCA. Plein de raisons, on fait un tour du monde, on peut être amené à être dans des contrées où on se retrouve seul pendant longtemps, et il peut arriver tous les jours je pense que c'est ce que disent les marins, une journée sans chose à gérer, c'est rare. Donc il faut sur la durée être en capacité de le faire. Et c'est la course large, c'est une des rares, peut-être la montagne, qui a ses contraintes. La seule épreuve sportive où on ne décide pas comme ça tout d'un coup de s'arrêter parce que c'est trop dur au fond de la marre. Donc évidemment, il faut que tout ça se soit bien géré, que c'est primordial que chaque marin soit bien préparé. Et il est notre devoir, quoi qu'il arrive, de s'en assurer. L'objectif de ce comité sera double. Le premier, comme je le disais, c'est de tout mettre en œuvre pour développer la diversité et notamment la parentalité, en permettant l'accès au plus grand nombre. Et ça, on le fera aussi en partenariat avec les instances, parce que les organisateurs peuvent faire quelque chose dans ce sens-là, mais pas que. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on mette en place? Et le deuxième objectif, évidemment, comme l'a rappelé M. Leboeuf, c'est de construire un règlement pour la prochaine édition qui soit garant de cet équilibre entre parentalité, diversité, sécurité et équité. Je dois dire que je suis particulièrement sensible à ce sujet-là en tant que chef d'entreprise femme, et c'est des sujets qu'on traite régulièrement dans nos entreprises. L'entreprise, comme vous le savez certainement, c'est une entreprise familiale qui a été créée par des parents. Et ils ont tous les deux été à la tête de cette entreprise. Je sais à quel point cette diversité a créé quelque chose, a créé de la valeur ajoutée et a permis à l'entreprise de se développer beaucoup mieux que si c'était simplement un homme, ou même une femme d'ailleurs, qui aurait dirigé l'entreprise. Donc cette notion de diversité, pour moi, c'est quelque chose auquel je suis forcément très attachée. Et je suis attachée à ça en ayant en tête qu'il faut que ce soit quelque chose vraiment de créateur de valeur ajoutée. On n'est pas là pour avoir des passe-droits, pour donner des cadeaux, et donc pour créer quelque chose qui serait limite dégradant pour celui à qui on offre soi-disant une chance ou un passe-droit, comme je le disais auparavant. Donc je suis très attachée à l'idée que ce soit
tout mettre en œuvre pour favoriser la possibilité de participer à cette course incroyable qu'est le Vendée Globe, en laissant comment on va dire ça, toute la place à chacun dans sa diversité. C'est pas une question, c'est une question d'équité, c'est une question de laisser l'opportunité, mais surtout pas en dégradant la valeur de ce qui va être mis en place. Je pense que pour toutes les femmes, parce qu'on a beaucoup parlé de maternité au départ, pour toutes les femmes, c'est important que ça crée, ça leur permette de le faire, mais sans dégrader. Donc on sera très attachés, je pense, à faire attention à tout ça, et comme on disait, à respecter aussi l'équité et la sécurité. Dans ce sujet, on va le mener avec une équipe qui n'est pas totalement constituée, mais il y a déjà quelques personnes qui ont accepté de nous accompagner. Déjà, j'en profite pour les en remercier, avec Laura qui est ici présente. Donc à date, je peux vous annoncer quelques personnes qui seront membres de ce comité. Alors, Samantha Davis, que tout le monde connaît, qui est une navigatrice, skipper du projet Initiative Cœur, qui a 3 participations au Vendée Globe et qui est également une maman. Ça, c'est important. Anne Combier, qui est le team manager du projet de Yannick Estavel, qui a gagné le précédent Vendée Globe. Éric Bellion, qui a participé en 2016, qui est candidat cette année, on l'a vu, et qui travaille sur le sujet de la diversité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Carole Maître, qui est gynécologue, qui est médecin du sport à l'INSEP et qui est également vice-présidente de la commission médicale de CNOSF de Paris 2024. Donc son expertise va être aussi extrêmement intéressante dans ce comité, ainsi que Laure Jacolo, qui est médecin et membre de la commission médicale de la Fédération française de voile. Et puis, on ne va pas laisser Eric tout seul en tant qu'homme, je pense que c'est bien. Antoine va aussi, qui est président de l'IMOCA, nous accompagner dans ses réflexions. Et la liste va s'étoffer dans les prochaines semaines, puisque nous sommes encore en cours de validation de d'autres personnes qui pourraient être dans le monde de la voile, mais également hors voile, parce qu'il y a des expériences qui sont menées par ailleurs qui vont être aussi intéressantes à intégrer dans nos réflexions. Et on pourra être amené, au-delà de ça, aussi à organiser des consultations. Il y aura un comité, mais il pourra y avoir également des consultations. Les travaux débuteront avant l'été. Et puis, autre chose qui me semble être importante aussi, c'est pas un comité qui sera en one-shot, c'est-à-dire que l'idée c'est de pérenniser ce comité pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'il va y avoir des propositions et des actions qui seront mises en place, et il est toujours important de vérifier que ce qu'on a mis en place produit les effets attendus. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faudra modifier, qu'est-ce qu'il faudra changer, et quoi qu'il arrive, comment on pourra encore s'améliorer pour faire en sorte que la diversité, la parentalité soit mieux prise en compte. Le nouveau directeur de course, vous êtes en terrain quand même connu, on a envie de dire, comment vous prenez cette responsabilité? Eh bien oui, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un processus qu'on a entamé à titre personnel et avec l'équipe qu'on avait lors du précédent Vendée Globe. Oui, je suis très très content, bien sûr, honoré, fier. Ça va être une édition encore unique, comme à chaque fois. On connaît des aspects, il y a plein d'aspects qu'on ne maîtrise pas. Donc on va essayer de continuer comme on l'a toujours fait, en préparant soigneusement toute la période qui précède le Vendée Globe, avec la classe IMOCA, avec l'organisation, avec tous les acteurs. Et puis on va dérouler comme on a fait les précédentes éditions. Avec un engouement qui est fort, des bateaux neufs encore qui seront là, on a l'impression que ça bouillonne, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça, effectivement. Et on a beaucoup de candidats, enfin, en tout cas on a beaucoup de bateaux neufs, on a un engouement général, on a un écosystème qui est florissant, et il y a beaucoup de pression de fait qui se crée autour de la course et autour de toutes les courses du championnat IMOCA Globe Series. Donc c'est encore plus complexe pour bien comprendre tous les aspects de l'équation à multiples entrées, et le fait d'avoir été à la classe IMOCA au cours des 20 derniers mois va m'aider aussi dans ma préparation et dans ma précision
sur avoir un plateau le plus près, le plus juste possible au mois de novembre 2024. Concrètement, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. C'est-à-dire ça, il y aura beaucoup de décès. Ah, ça on n'en sait rien. Ça on n'en sait rien. Faut pas oublier qu'à chaque Vendée Globe, on a toujours prévu le scénario le pire en termes de place, parce qu'il faut prévoir la salle assez grande pour recevoir tout le monde. Et à chaque fois, on a eu moins de monde qu'on avait imaginé dans le scénario le pire. Donc on ne peut pas savoir aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup d'intentions de participation maintenant. On va attendre la fin de la New York Vendée 2024 pour être sûr. On sent que cette 10e édition, enfin, voilà, elle est particulière, tant parce que c'est la 10e que parce que c'est le Vendée, c'est ça représente. Je pense que dans le processus de préparation de la course, on fait un peu écran de tout ça, on prépare le Vendée Globe tel qu'il est, que ce soit la 9e, la 10e ou la 11e édition. On sait qu'il y a beaucoup plus d'engouement parce qu'il y a plus de gens qui se sont déclarés, il y a beaucoup de construction de bateaux neufs. Maintenant, la structure de préparation elle reste identique et les règles, on les a écrites suffisamment tôt à l'issue du dernier Vendée Globe pour qu'elles soient défendables et elles n'ont pas bougé. Donc, nous, ça nous permet vraiment de s'appuyer de façon sûre sur ces règles qui n'ont pas été modifiées pour une raison ou une autre. Un mot peut-être sur le record, est-ce qu'il peut tomber? Oui, mais j'espère bien qu'il va tomber ce record qu'on va le battre. Et il y a plein de records à battre sur un Vendée Globe. Et on voit actuellement les bateaux qui sont en course là sur le Tour du Monde The Ocean Race qui battent des records de vitesse. Alors certes, ils sont en équipage, c'est pas tout à fait comparable, mais les bateaux restent avec les mêmes caractéristiques techniques et le comité technique, le comité de jauge de la classe IMOCA et tous les acteurs de la classe ont travaillé pour que les bateaux soient à la performance aujourd'hui, on voit par rapport aux vitesses sur 24 heures par exemple. Donc oui, s'il y a toutes les conditions, il n'y a aucune raison que les bateaux qui aient battu le record les semaines passées ne battent pas le record lors du Vendée Globe, lors du prochain Vendée Globe. Pour annoncer ce nouveau grand départ 2024. Oui, et alors il y a plein d'actualités dans cette 10e édition du Vendée Globe, au logo d'ailleurs superbe. Oui, effectivement, les nouveautés, c'est d'abord un nouveau directeur de course et je suis fier aujourd'hui d'annoncer que c'est un jeune qui a néanmoins de l'expérience puisqu'il a été directeur adjoint pendant 3 éditions. Il vient ici avec une équipe solide, avec comme directeur adjoint justement celui qui était directeur depuis les 2 dernières éditions. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Hubert. C'est l'assurance, j'allais dire, que ce Vendée Globe sera bien dirigé. C'est une assurance aussi pour les skippeuses et les skippers qui vont prendre la mer, d'être assurés qu'il y aura un bon directeur prêt à répondre à chacune de leurs questions lorsqu'ils seront en solitaire sur l'océan Atlantique en particulier. Et en même temps, il y a, outre le nouveau directeur, il y a la course qualificative New York, ça c'est en 2024, New York Vendée les Sables, et donc qui participe à la qualification au Vendée Globe 2024. Oui, eh bien, j'annonce effectivement en même temps que nous allons désormais être l'organisateur de la dernière course qualificative et qui partira de New York pour arriver au Sables d'Olonne. L'annonce, c'est que ce départ aura lieu le 29 mai 2024 pour une arrivée, tenons-nous tous prêts pour aller fêter ça au Sables d'Olonne vers le 7, 8, 9 juin 2024. Nous allons accueillir tous ces skippers qui s'annoncent. Et skippeuses, monsieur le président. Tous ces skippers et ces skippeuses, vous avez totalement raison de le formuler, et qui pourront justement être sélectionnés vers la fin du mois de juin 2024 pour prendre le départ le 10 novembre. Donc la SAEM est toujours l'organisatrice, ce sont toujours les mêmes valeurs qui sont portées, l'aventure, le côté humain, la persévérance, et puis aussi la convivialité. Oui, effectivement, on veut que ce soit vraiment la fête de la Vendée, et bien au-delà d'ailleurs, mais c'est une fête qui doit mettre en lumière ces talents, ces aventuriers qui s'en vont vers l'inconnu, faire le tour du monde sur des océans parfois déchaînés. Donc c'est d'abord une course d'aventuriers, c'est bien sûr une course de sportifs qui doivent se préparer, qui doivent être aptes à l'inconnu, j'allais dire, et en même temps
Je souhaite que ça reste cette fête populaire où nous venons pendant un certain nombre de semaines observer ces IMOCA, rencontrer justement ces hommes et ces femmes d'exception qui vont s'élancer sur leur IMOCA. Oui, c'est la fête en Vendée qui se prépare une fois de plus au Sable d'Olonne. Et puis, dernière petite chose.